Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, je vous donne ici la solution. Je vais vous expliquer la solution de la dernière série, qui est la série numéro 4 des travaux dirigés du cours de physique 1. Et cette série est consacrée au chapitre 3, travail et énergie. Exercice numéro 1. Donc, l'exercice numéro 1, nous allons calculer le travail d'une force selon différents chemins. Donc, on va donner différents chemins. On va se donner différents chemins et on va calculer le travail de la force selon les différents chemins en allant d'un point 1 à un point 2. Alors, et pour voir si les forces sont conservatrices ou non conservatrices. Donc, dans le cas où le travail de la force ne dépend pas du chemin, si on trouve les mêmes valeurs en suivant différents chemins, les mêmes valeurs du travail, donc la force est conservative. Dans le cas contraire, elle n'est pas conservative. Alors, nous avons une particule de masse négligeable qui est soumise à une force F. On nous demande de trouver le travail de la force quand la particule se déplace de A à C en utilisant les trajets suivants. Donc, la particule se déplace sur le trajet A, B, C. La particule se déplace sur le trajet A, D, C. La particule se déplace sur le segment AC, donc le segment de droite d'équation y égale x. Et la particule se déplace sur la parabole d'équation y égale x carré sur 2. Donc nous allons calculer le travail de F selon ces quatre chemins-là. Donc la première force c'est F égale x carré moins y carré selon I, plus 3xy selon J, en newton. Donc on va supposer ici que les coordonnées sont données en mètres. Comme ça on aura le travail en newton-mètre, donc des joules. Et le deuxième cas, on va supposer que F c'est xi plus yj, en newton. Alors solution. Le travail d'une force sur une trajectoire est défini par l'intégrale delta W égale l'intégrale sur la trajectoire de F scalaire dr. Donc, il faut définir dr selon les différents chemins. Alors, avec dr défini en coordonnées cartésiennes par dr est égal dxi plus dyj, puisqu'on est dans le plan, et on a un repère ox, oy, ax, ay si vous voulez. Donc, je mets un vecteur unitaire i sur l'axe des x et un vecteur unitaire j sur l'axe des y. Donc, j'aurai une base ij orthonormée. Donc, tout déplacement dr peut se décomposer en dxi plus dyj. Donc, une composante selon i et une composante selon j. Voilà. Donc, le dr, c'est un vecteur qui s'égale à dxi plus dyj. Alors, la force est donnée par l'expression, donc le cas 1, l'expression F égale x carré moins y carré i plus 3xy Alors, je vais appliquer le produit scalaire directement. La particule se déplace sur le trajet ABC. Donc, je vais commencer par le trajet ABC. Donc, il faut remarquer que sur le trajet AB, y égale 0, il y a juste x qui varie de 0 à 2. Et sur le trajet BC, donc x égale à 2, et y varie de 0 à 2. Ok. Donc, je vais écrire que le travail de la force sur le trajet ABC de A à BA, ensuite de B à C est égal au travail sur le trajet AB, linéaire AB, plus le travail sur le trajet linéaire BC. Donc, est égal j'applique directement la formule, donc c'est l'intégrale de A à B de FDR plus l'intégrale de B à C de FDR. Maintenant, je vais définir le DR sur AB, ensuite le DR sur BC, et je fais le produit scalaire normalement. Alors, sur le segment de droite AB, nous avons y qui est égal à 0 et dy égale 0. Donc, y égale 0, dy égale 0, et x compris entre 0 et 2. Sur le segment de droite BC, donc j'ai x qui est constante, donc dx égale 0, et donc y varie de 0 à 2. Voilà. Alors, donc, FDR sur le trajet AB, donc rappelez-vous sur le trajet AB, y égale à 0, donc je prends l'équation, j'écris l'équation comme elle est, donc ça c'est F, et ça c'est mon DR, parce que dy égale 0, il me reste juste le dxi.
Je fais le produit scalaire, donc je sais que I scalaire J, c'est 0. Donc déjà, ce terme va disparaître. Donc il me reste juste I scalaire I qui donne 1. Et ce terme-là multiplié par dx. Alors, sachant que sur le trajet AB, l'horizontale AB, y égale à 0. Donc, il me reste à la fin x carré dx. L'intégrale de x carré dx entre 0 et 2, ça fait x3 sur 3 entre 0 et 2. Donc, je replace par 2, ça fait 8 tiers moins 0. Ça fait 8 tiers de joules. Vous pouvez mettre ça sous la forme 2,67 joules. En supposant bien sûr que les déplacements sont en mètres. Alors, sur BC, donc x égale à 2, rappelez-vous, donc x égale à 2, et y varie de 0 à 2. Donc, dx égale 0, x égale à 2. Donc, j'écris l'équation de f. Donc, le dr, puisque dx égale à 0, il me reste juste le dy. J, le produit scalaire ici, j par i, ça fait 0, donc ce terme disparaît. Il me reste juste le 3xy dy. Le 3xy dy, voilà. Donc, il me reste juste le 3xy dy, sachant que x égale à 2. Donc, ça fait ici 6y dy. Voilà. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 2 de 6y dy qui est égal à 3y2. Donc, l'intégrale de 6y, ça fait 3y2 entre 0 et 2. Je remplace par 2, ça fait 12 joules. Voilà. Donc, le travail de la force entre A et C, en passant par B, donc, c'est ce travail-là plus ce travail-là. Donc, je fais finalement le travail de la force selon les deux segments AB et BC. Je fais la somme des deux travaux. Donc, delta W sur le segment AB plus le segment BC, ça me donne 14,67 joules. Donc, j'ai ici 2,67 plus 12, ça fait 14,67. Voilà, ça c'est pour le travail de la première force selon le trajet linéaire AB, ensuite BC. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Je retourne en arrière. Maintenant, on va aller sur AD, DC. Donc, déjà sur AD, vous remarquez que x égale à 0. Donc, dx égale 0. Et il y a juste le y qui est égal à 2. Donc, le y est égal à 2. Et x, donc, de 0. Donc, j'ai, sur le trajet AD, j'ai le x qui est égal à 0, le y compris entre 0 et 2. Donc, le dx disparaît. Et sur le trajet DC, j'ai le y qui est égal à 2. C'est une constante. Donc, dy égale à 0. Il me reste juste le dx. Donc, la particule se déplace sur le trajet ADC. Donc, le travail sur ce trajet-là est égal au travail sur le trajet AD plus le travail sur le trajet DC. Sur le segment de droite AD, x égale à 0 et dx égale à 0. Sur le segment de droite DC, y égale 2 et dy égale 0. J'intègre entre A et D, f, dr. Ça me donne l'intégrale de 0 à 2 directement. Donc, puisque dx égale 0, il me reste juste le j dy. Donc, la fonction, la f est donnée par cette expression, sachant que x est égal à 0. Donc, je mets x égale à 0. Donc, le produit scalaire de i par j, ça me donne 0. Et ici, x égale à 0, donc c'est 0. Donc, directement, c'est l'intégrale de 0 à 2 de 0 dy, c'est 0 joules. Donc, la force ne travaille pas sur le travail sur le trajet AD est nul. Maintenant, le travail sur le trajet DC. Donc, j'écris F. Donc, sur le trajet DC, y égale à 2. Et dy est égal à 0. Donc, je garde juste le dxi pour dr. Donc, le produit scalaire i par j, c'est 0. Il me reste x carré moins y carré par dx. C'est tout. Alors, sachant que y égale à 2, ça fait x carré moins 4 dx. Et l'intégrale de x carré moins 4 dx entre 0 et 2, ça fait x3 sur 3 moins 4x entre 0 et 2. Je remplace par 2. Donc, j'obtiens moins 16 tiers de joules. Donc, le travail sur la partie DC est négatif. Donc, finalement, le travail de la force selon les deux segments AD et DC est égal juste au travail sur le segment DC, qui est égal à moins 5,33, c'est moins 16 tiers de joules. Alors, maintenant la particule se déplace sur le segment de droite AC est égal, sur le segment de droite AC. Donc, sur ce segment-là, le travail est égal à l'intégrale de AAC de FDR, sachant que sur ce segment-là,
l'équation du segment, c'est y égale à x. L'équation de la droite, c'est y égale à x. Donc, si je différencie y, dy est égal dx. Donc, de dr, ça devient i plus j dx ou i plus j dy, comme vous voulez, puisque dx égale dy. Donc, vous pouvez mettre dx ou dy, c'est kiff kiff. Alors, l'intégrale de a à c de f dr, donc c'est l'intégrale de x carré moins, comme x est égal à y, donc ça c'est 0. Et ça devient un 3x carré ou bien un 3y carré. Et i plus j dx. Donc, je fais le produit scalaire. Donc, j par j, ça me reste juste le dx. Et i par j, c'est 0. Donc, à la fin, j'aurai 3x carré puisque x égale à y. Donc, 3x carré dx. Donc, 0 à 2 de 3x carré dx. Et cette intégrale-là, c'est x3 entre 0 et 2. Ça me fait 8 joules. La particule se déplace sur la parabole y égale x carré sur 2. Alors, sur cette parabole-là, y égale x carré sur 2, donc je différencie y par rapport à x. Donc, dy dx est égal à x. Donc, je peux écrire qui n'chtak y par rapport à x, j'obtiens x dy dx égale à x. Donc, je peux écrire que dy, c'est x dx. Vous avez dy sur dx, c'est x. Donc, le dy est égal à x dx, donc dans le dr qui est égal à dxi plus dyj, je vais remplacer le dy par x dx. Donc, le dr, ça va être dxi plus y qui est x dx fois j. Alors, je vais maintenant faire l'intégration entre a et c de f dr. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 2 de x carré moins y carré i plus 3x yj. Alors, dxi plus x dxj. Donc, à la fin, le produit scalaire, donc il me restera i. Donc, i scalaire i, c'est 1. Donc, j'aurai x carré moins y carré dx. Et je remplace y carré par x carré sur 2 ici. Et le produit scalaire j par j, ça me donne 1. Ça me donne 3x carré y dx. Et je remplace y par x carré sur 2. Donc, ça me donne, le premier terme va me donner x carré moins x4 sur 4 dx. Et ce produit-là, x dxj par 3xyj, il va me donner 3 demi de x4 dx. Donc, je vais intégrer tout ça. Donc, l'intégrale de tout ça. Donc, la première partie, ça va me donner, donc, 5 quarts de x4 plus x au carré dx. Donc, je fais la somme, puisque j'ai 3 demi de x4 moins x4 sur 4, ça fait 5 quarts de x4 plus x carré dx. Et l'intégrale de ça, donc 5 quarts de x4, l'intégrale de 5 quarts de x4, c'est x5 sur 4. Et l'intégrale de x carré, c'est x3 sur 3, entre 0 et 2, je remplace. Donc, j'obtiens 10,67 joules. Conclusion, le travail de la force F est égal à x carré moins y carré i plus 3xyj dépend du trajet suivi. Donc, en allant de A à C par différents trajets, je retourne en arrière. Donc, en allant de A à C en suivant plusieurs trajets, on a trouvé que des valeurs du travail différentes. Donc, le travail dépend de la distance ou du chemin suivi. Donc, la force n'est pas conservative. Elle ne dérive pas d'un potentiel. Ça veut dire, si on essaye de chercher un potentiel où F est égal à moins grade U, donc, on ne trouvera pas ce potentiel-là puisqu'elle n'est pas conservative. Ça, c'est pour le premier cas ou pour cette expression de F. Alors, pour la deuxième partie où F égale xi plus yj, je vous laisse faire les calculs. C'est plus simple que le premier. Donc, il suffit juste de remarquer que F dérive vraiment d'un potentiel parce que le potentiel, il existe. Donc, si j'intègre F, j'obtiens U est égal à moins 1 demi de x carré plus y carré. Donc, vous pouvez remarquer que moins grade U, donc si j'applique l'opérateur gradient à U, qui est une fonction scalaire, donc j'obtiens moins du dxi plus du dyj. Donc, du dx, ça va me donner x, et du dy, ça va me donner y. Donc, ça va me donner f. Donc, le potentiel existe vraiment. Donc, la force est conservative et son travail ne dépend pas du trajet suivi. Donc, vous pouvez calculer le travail de cette force-là selon les différents trajets, les 4 trajets possibles, et vous allez voir que le résultat
le travail calculé serait le même pour les 4 trajets parce que la force est conservative. Donc, son travail ne dépend pas du chemin suivi. Exercice numéro 2. Soit un satellite de masse m tournant autour de la Terre de masse grand M, à une distance r du centre de la Terre, en supposant que sa trajectoire est circulaire. A. Donner l'expression de l'énergie potentielle correspondant à la force de gravitation entre le satellite et la Terre. Préciser l'origine choisie pour l'énergie potentielle. B. Donner l'énergie mécanique totale en fonction de G, la constante de gravitation, M, la masse de la Terre, M, la masse du satellite, et R, la distance entre le satellite et le centre de la Terre. C. Montrer que les trajectoires circulaires vérifient la relation oméga carré R cube égale G fois M, où oméga est la vitesse angulaire. La vitesse angulaire du satellite autour de la Terre. D. Si un satellite paraît immobile dans le ciel, calculer l'altitude de sa position, sa vitesse et son énergie totale. Les données: masse de la Terre 5,98 10 puissance 24 kg, RT, le rayon de la Terre 6400 km, masse du satellite 68 kg, G, la constante de gravitation 667 10-11 Nm² par kilogramme carré. Solution. L'énergie potentielle du satellite quand il passe de la position A à la position B, donc de la position A vers la position B, est égale à moins le travail de la force de pesanteur. Donc, ça a été vu en cours. Donc, si je calcule la différence de l'énergie potentielle UB moins UA, donc est égal à moins le travail de la force de la pesanteur, donc est égal à moins le travail de R1, donc en A c'est R1, la position R1 vers la position R2 de delta W, l'expression différentielle du travail de la force de pesanteur, donc est égal à moins intégrale de R1 vers R2, donc FDL, et je sais que la force de gravitation, c'est G, la masse de la Terre, fois la masse du satellite sur R au carré, que multiplie ER, le vecteur unitaire dirigé vers l'extérieur de la Terre. Scalaire DL, le trajet parcouru. Maintenant, avec DL qui est égal à DR fois ER plus R dθ Eθ, donc je décompose mon DL en coordonnées polaires. Donc c'est un DR ER plus R dθ Eθ, voire court. Et donc le produit scalaire ER DL, ça me donne juste DR, puisque le produit scalaire ER par dθ c'est 0. Il me reste juste DR. Donc le produit scalaire ER DL, c'est juste DR. Donc l'énergie potentielle entre en B moins l'énergie potentielle à A, c'est l'intégrale de R1 vers R2 de G MTM sur R au carré dr est égal à G, la masse de la Terre fois la masse du satellite, que multiplie 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc, l'intégrale de 1 sur R au carré, c'est moins 1 sur R. Entre R1 et R2, ça donne ça. Donc voilà, je viens d'exprimer l'énergie potentielle, la variation de l'énergie potentielle du satellite quand il passe d'une position B à une position A, en fonction des différents paramètres, G, la constante de gravitation, la masse de la Terre, la masse du satellite, la position initiale R1 et la position initiale R2. Maintenant, comme la position initiale est à définir, donc on pourrait prendre ici comme origine de l'énergie potentielle un R1, donc une position infinie, pour avoir ce terme-là égal à 0. Alors, il est d'usage de considérer l'énergie potentielle de gravitation comme nulle lorsque R1 tend vers l'infini. Donc, UA de R1 quand R1 tend vers l'infini, c'est 0. Donc, il me reste juste U de R, l'énergie potentielle en fonction de la position B. U de R est égal à moins GMM sur R. Et limite de U de R quand R tend vers l'infini est égal à limite de moins GMM sur R quand R tend vers l'infini égale à 0. Voilà. Donc, ce résultat est obtenu en posant l'origine de l'énergie potentielle de gravitation à l'infini. Donc, pour les problèmes de potentiel gravitationnel, comme le potentiel gravitationnel, il s'écrit en 1 sur R, donc on ne peut pas prendre l'origine au centre de la Terre parce que R serait ici 0 et on aurait un terme indéfini. Donc, comme solution, on prend R à l'infini et comme ça, on aura un potentiel nul à l'infini. B.
l'énergie mécanique totale du satellite à une distance r du centre de la Terre, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, on a déjà défini l'énergie potentielle. Il nous reste à définir l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 de la masse du satellite fois sa vitesse lorsqu'il tourne autour de la Terre au carré. Alors, sachant que la force exercée par la Terre sur le satellite, c'est m fois l'accélération normale, qui est centripède, dirigée vers le centre de la Terre, et AN, c'est V carré sur R. Donc, M V carré sur R, c'est F, la force de gravitation, qui est égale à GMM sur R au carré. Donc, je simplifie la masse ici, je simplifie le rayon, et j'aurai V carré qui est égal à GM sur R. Donc, ce qui donne pour l'énergie cinétique est égal à 1/2 de GMM sur R. Donc, je remplace V carré ici par GM sur R. Donc, l'énergie mécanique du satellite, c'est 1/2 de GMM sur R qui est l'énergie cinétique, moins GMM sur R qui est l'énergie potentielle. Ça me donne moins 1/2 de GMM sur R. Donc, l'énergie mécanique totale du satellite quand il y a une distance R du centre de la Terre, c'est 1/2 de G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur R. Troisième question, montrant que les trajectoires circulaires vérifient la relation oméga carré R au cube égale Gm, où oméga est la vitesse angulaire. Donc, cette relation-là, c'est la troisième loi de Kepler. Alors, on va commencer par la force centripède, la force de gravitation, ou bien la force d'attraction, mv carré sur R. Donc, j'ai mv carré sur R qui est égal à GMM sur R au carré. Donc, j'en tire V au carré qui est égal à GM sur R. Dans le cas d'une trajectoire circulaire, je sais que V, c'est oméga fois le rayon. Donc, GMM sur R au carré est égal à M oméga carré R. Si je remplace ici V au carré par oméga carré R au carré. Donc, j'aurai oméga carré R au carré est égal GMM sur R. Donc, GMM sur R au carré est égal M au carré R. Et j'en déduis que R3 oméga carré, c'est GM. C'est directement GM, puisque le M se simplifie. Le R carré, il monte, j'aurai R3. Donc, R3 oméga carré est égal à GM, est égal à une constante, puisque la masse de la Terre et la constante de gravitation, c'est une constante. C'est la troisième loi de Kepler. Donc, pour les trajectoires circulaires, donc, la relation oméga carré R3 est égale GM est vérifiée. Donc, quand on a un poids matériel qui tourne autour de la Terre, donc, la distance au cube multipliée par sa vitesse de rotation au carré est une constante. Question D. Donc, un satellite que l'on voit immobile dans le ciel tourne à la même vitesse angulaire de la Terre. Donc, il tourne à la même vitesse angulaire de la Terre. Donc, sa période T est égale à 24 heures. Donc, il fait un tour par 24 heures. Donc, sa période, c'est 24 fois 3600 secondes. Ça fait 86 400 secondes. Sachant que la période, c'est 2pi sur oméga. Donc, oméga T égale 2pi. Alors, et d'après la troisième loi de Kepler, je peux déduire que R3 oméga carré est égal à Gm. Implique que R3 est égal à G fois M sur oméga carré. Donc, je remplace oméga carré ici par 2pi sur T. Donc, j'obtiens R qui est égal à G M sur oméga carré à la puissance 1 tiers est égal à G MT au carré sur 4pi au carré à la puissance 1 tiers. Donc, je peux calculer R directement en utilisant la constante de gravitation, la masse de la Terre, la période. Ce R-là, il est obtenu pour un satellite géostationnaire. Ça veut dire qu'il tourne à la même vitesse angulaire que la Terre. Application numérique, R est égal à 42 250 km. Donc, sachant que ça, c'est la distance du satellite au centre de la Terre, si on veut calculer l'altitude H, le Ulu, donc il suffit d'enlever le rayon de la Terre. Donc, il faut enlever 6400 km. Donc, j'obtiens 35 850 km. Voilà, c'est à peu près la hauteur à laquelle on place un satellite géostationnaire de télédiffusion ou bien de communication par satellite. On peut par là même calculer la vitesse circonférentielle
à une distance r du satellite. Donc quand le satellite il tourne, donc il a une vitesse circonférentielle ou bien une vitesse tangentielle v qui est égale à r oméga qui est égale à 3072,5 mètres par seconde. Donc c'est plus de 3 km par seconde. Et l'énergie mécanique totale du satellite en sa position à une distance r, c'est moins 1,5 gmm sur r. Je remplace par les valeurs numériques, c'est moins 6,42 10 puissance 11 joules.